Parler ce soir de prévention des accidents sportifs, mais plus sur le côté, pas administratif, mais pas en tant que qu'est-ce qu'il faut faire pour que le sportif soit moins blessé. Là, c'est plus au niveau de l'organisation sur l'entraînement et du club. Euh, alors, si je ne suis pas dessus, ça ne marche pas. Voilà. Donc, les objectifs de ce soir, hein, c'est d'assurer la sécurité médicale sur les lieux d'entraînement et de compétition, en sachant qu'on insistera plus sur l'entraînement que sur les compétitions. Comme vous le savez, ça peut être soit à titre préventif, c'est-à-dire que c'est les mesures à prendre pour éviter les problèmes, ou soit à titre curatif, bah, c'est la gestion des accidents et des incidents qui peuvent se produire. Euh, Alors, on parlera ce soir essentiellement des accidents sportifs, hein. On ne va pas parler de tout ce qui est pathologie par ailleurs, maladie, perte de connaissance, malaise cardiaque, etc. On est plutôt sur tout ce qui est blessure et traumatologie. Mais rien ne nous empêche de dire un petit mot après en question. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Alors, c'est toujours une difficulté parce que si on fait trop simple, bah, c'est trop simple. Et si on fait trop compliqué, personne ne comprend. Donc, écoutez, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Si vous avez des questions, comme on n'est pas très nombreux, on aura quand même tout le temps. Et puis, je pense que la présentation sera assez courte. On aura tout le temps pour pouvoir discuter par la suite. La prévention, bah, évidemment, c'est avant l'accident, hein, et pour ça, il faut, si on veut pouvoir gérer comme il faut un accident, il faut être formé. Alors, être formé, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des études supérieures, hein. Il faut juste savoir avoir quelques connaissances pour pouvoir s'organiser dans le club pour anticiper le problème. Donc, il faut prévoir l'incident, il faut prévoir l'accident avant qu'il se produise. Donc, on prévoit les principales situations, et ça, on les verra tout à l'heure, et la manière de les gérer. Des choses toutes bêtes. L'éclairage. L'éclairage, c'est quelque chose d'important. S'il n'y a pas assez d'éclairage dans une salle, eh bien, on se met en position où les gyms ou en particulier ne voient pas bien et on peut se blesser. Donc, il faut toujours qu'il y ait un éclairage suffisant. C'est vrai que c'est des dépenses, mais c'est un critère de sécurité. L'aération, c'est pareil. S'il fait trop chaud dans une salle, on n'est pas bien. S'il fait trop froid, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas surchauffer, mais les salles trop froides ou trop chaudes, ça va concourir à provoquer des accidents. Alors, est-ce que j'ai des participants? Non, c'est bon. C'est pareil, le matériel, c'est des choses que tout le monde connaît, hein. Maintenant, on a quand même du matériel de bonne qualité. Donc, il y a des normes qu'il faut respecter. Il faut faire attention à la disposition des tapis. Alors, en général, la disposition, elle est correcte, mais au cours de l'entraînement, bah, malheureusement, les tapis se déplacent. Et puis, si on ne fait pas attention, eh ben, il y en a un qui va tomber entre les deux et puis qui va se faire, par exemple, une entorse. Donc, toujours vérifier l'emplacement des tapis pour qu'ils soient exactement au bon endroit au bon moment. Et puis les agrès, c'est pareil, il faut les vérifier régulièrement. Alors ça, c'est des choses que tout le monde connaît, mais les barres parallèles qui ne sont pas serrées, qui se desserrent et qui tombent, c'est toujours les mêmes soucis. Donc vérifier régulièrement les agrès, même pendant l'entraînement. Au niveau des entraîneurs, heureusement, tous les entraîneurs, qu'ils soient bénévoles, fédéraux ou qu'ils soient professionnels, doivent avoir la formation PSC1, puisque c'est dans toutes les formations de la fédération. Euh, et puis, pour ceux qui sont pas vraiment pas de formation d'entraîneur, mais qui viennent comme aide, il y a quelque chose qui est très facile à faire. On le fait maintenant, c'est obligatoire maintenant pour les juges, mais pour les gens qui aident aussi l'entraîneur, c'est les gestes qui sauvent. C'est une formation qui dure 2 heures et qui permet d'apprendre les premiers gestes de secours. Donc, c'est des choses vraiment aussi sur lesquelles il faut se reposer. Euh, En ce qui concerne la formation PSC1, vous savez qu'il n'y a pas besoin de faire de formation continue ou de refaire des formations PSC1. Nous, on propose dans la formation sport santé là, des vidéos de premier secours. On essaiera
On va voir comment on peut faire, mais on essaiera de peut-être mettre ces petites vidéos de premier secours. Alors, c'est des vidéos très courtes qui reprennent les différentes situations à problème qu'on utilise, qu'on étudie dans la formation PSC1. Et ça serait pas mal que ça soit en accès assez facile pour que les gens puissent refaire une petite révision régulière, même quand on a le PSC1. C'est bien de savoir comment on fait le massage cardiaque, comment on sert d'un défibrillateur. Donc tout ça, c'est des petites vidéos qui permettent de se remettre à niveau. Et puis, bien entendu, la prévention, c'est aussi du côté du sportif, hein. Vous savez que plus la technique est bonne et moins on a de chances de se faire mal. Et la réciproque, évidemment, est vraie, hein. Quand on veut faire un élément technique, mais qu'on n'en a pas les compétences, eh bien, c'est là qu'on peut se blesser. Donc, il faut vraiment faire ce qu'on est capable de faire et pas faire, et pas, comment dire, brûler les étapes et de faire des choses dont on n'est pas capable de faire. Alors, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans le petit onglet de discussion, hein, et puis on répondra tranquillement aux questions à la fin de l'exposé. Dans ces conseils généraux, il faut aussi avoir, alors j'ai mis, vous avez vu, entre guillemets, une infirmerie. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une infirmerie étiquetée en tant que telle, mais il faut pouvoir disposer d'un coin tranquille. Alors ça peut être par exemple un coin de vestiaire, ou ça peut être quelque chose où on peut allonger quelqu'un pour qu'il soit tranquille quand il ne se sent pas bien, etc. Ou si on a besoin d'appeler les secours, qu'il puisse être là tranquille. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dédié tout le temps, mais il faut avoir un coin où on peut être tranquille et allongé. La trousse d'urgence, ce n'est pas la peine d'avoir une trousse d'urgence pléthorique. Dans une trousse d'urgence, dans une salle, il y a besoin d'avoir un désinfectant, hein. Alors, le mieux pour éviter les désagréments de la bétadine, parce que la bétadine, il y a des allergies à l'iode, c'est d'avoir de la chlorhexidine, qui est quelque chose qui passe partout. C'est la biceptine, c'est des choses comme ça. Il faut avoir des compresses, il faut avoir du sparadrap, il faut avoir des ciseaux, des bandes et du linge propre. Et puis déjà, quand vous avez ça, c'est déjà pas mal. Évidemment, personne n'a le droit de donner des médicaments quand on n'est pas professionnel de santé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de médicaments dans une trousse d'urgence. Dans les conseils généraux, il y a aussi, pendant les compétitions, des choses qui font qu'on se blesse plus facilement. Et nous, on insiste beaucoup à la fédération sur le problème des horaires. On essaye de travailler pour diminuer les amplitudes horaires, hein. C'est vrai que commencer une compétition de gym à 7 heures, c'est quand même un petit peu de bonheur, et je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit bon pour la santé. C'est pareil, quand il y a trop de participants, c'est difficile à gérer et on a souvent des accidents à ce niveau-là. Et puis une dernière chose aussi sur les compétitions, parce que les sportifs se blessent pendant la compétition, mais ils se blessent souvent surtout en dehors de la compétition. Donc il ne faut pas oublier d'avoir un encadrement pour pouvoir les encadrer en dehors des horaires de compétition. Ça, c'est important, hein. Des fois, ils vont aller faire les fous là, dehors, et c'est là qu'ils vont se faire mal. Alors, la sécurité maintenant médicale sur les entraînements, il y a des petites choses à faire. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut les faire. Il faut, au sein d'un club, ou alors en fonction des clubs, ça peut être au sein d'une section, hein, qu'une personne soit responsable de cette sécurité médicale. Quel va être son rôle? Ça va être de gérer toutes les procédures un petit peu qu'on aura mis sur pied. Et ces procédures de sécurité médicale, il faut les rédiger. Alors, ça ne va pas être un document qui va faire 30 pages, hein, mais il faut rédiger les différentes procédures, et il faut une procédure par lieu d'entraînement. On va voir pourquoi maintenant. Hop là. Donc, ces procédures, c'est tout simplement, il faut qu'elles soient écrites et affichées, ou si elles ne sont pas affichées, il faut qu'elles soient accessibles. C'est toujours le même problème dans la sécurité médicale, et on n'en parlera pas après, mais je vais le dire maintenant. Quand on discute avec les pompiers, les choses comme ça, qui interviennent sur les gymnases et les choses comme ça, ils nous disent, c'est bien, maintenant on a des défibrillateurs dans les salles,
mais quand on va regarder, on ne sait pas où ils sont, ou ils sont dans une salle, mais elle est fermée et pas accessible. Et puis, ces défibrillateurs-là, ils ne sont pas en état de marche. Donc, si vous avez toutes les procédures, tout le matériel, il faut qu'il soit accessible. Il ne faut pas qu'il soit dans une pièce fermée à clé, en tous les cas pendant l'entraînement. Donc, ces procédures, si vous allez voir, c'est très simple, hein, c'est d'avoir les numéros de téléphone. Bon, les numéros de téléphone, maintenant, avec les portables, tout le monde les a, hein, c'est le 15, le 18 ou le 112, le numéro de téléphone des secours. Il faut aussi avoir les téléphones des personnes à prévenir. Et il faut là aussi que cette liste elle soit accessible. Parce que si elle est fermée dans un bureau, ça ne sert à rien non plus. Et puis, ces procédures, il faudra un petit peu, selon l'urgence, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Si c'est un accident qui est grave, évidemment, on appelle les secours tout de suite et on appelle ensuite les parents ou les responsables légaux, alors que si c'est quelque chose qui est moins urgent, on peut commencer par appeler les responsables légaux, puis les secours. Alors, dans ces procédures de sécurité, il faudra dire où est la pseudo-infirmerie, où est la trousse d'urgence, encore une fois, qui doit être disponible. Des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas, parce que quand vous allez appeler les secours, après avoir discuté avec les secours, ils vont vous demander l'adresse. Et très souvent, les gens ne connaissent pas l'adresse de la salle. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est la salle machin, hein, mais l'adresse exacte, ils ne la connaissent pas. Donc, c'est bien dans une procédure d'afficher l'adresse de la salle. Et puis, la deuxième chose, c'est les pompiers, il faut qu'ils aient un accès à la salle. Un accès facile, où ils vont pouvoir passer un brancard, etc. Et, et cet accès, il faut savoir quel est cet accès pour la personne qui va être là. Donc, c'est des choses qu'il va falloir afficher. Et puis, la même chose, il faut que cet accès soit utilisable. Hein, si cet accès est fermé à clé et que personne n'a la clé, ça ne sert à rien. Donc, c'est des choses, vous voyez, qui sont absolument toutes bêtes, mais qui vont faire perdre du temps quand il y a quelque chose de grave. Hein, si les pompiers arrivent et qu'ils ne peuvent pas rentrer, vous perdez tout de suite 5 ou 10 minutes. Et 5 ou 10 minutes, quelquefois, ça peut être très, très, très grave. Il faut aussi avoir une liste des personnes formées à la sécurité. Hein. Alors, on a dit les entraîneurs ou tous les professionnels de santé sont aptes à donner les premiers soins. Donc, tout ça, ça doit être marqué, ça doit être accessible. Donc ça, c'était pour la prévention. La deuxième chose importante, ça va être quand l'accident arrive, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Vous verrez qu'en traumatologie, le plus souvent, en premier secours, c'est plutôt ce qu'on ne va pas faire que ce qu'on va faire. Il y a deux situations où l'accident est vraiment grave. Hein, c'est quelqu'un qui est tombé sur le dos et qui a hyper mal au dos. C'est quelqu'un qui fait une chute et qui perd connaissance. C'est quelqu'un qui a une fracture ou une luxation. Et puis, il y a des accidents, entre guillemets, qui sont peu graves. C'est toujours difficile de marquer peu grave, mais bon, qu'on l'air pas trop grave comme les entorses, comme les accidents musculaires, où là, on ne va pas être tout à fait dans la même problématique. Alors, la première problématique, c'est le traumatisme violent sur le rachis. Hein. Le rachis, c'est le dos. Donc, c'est quelqu'un qui est tombé sur le dos et qui a hyper mal, qui crie, qui ne peut plus bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir une atteinte du dos, du rachis. Et vous savez que dans le dos, il y a la moelle épinière qui passe. Donc, s'il y a une fracture, s'il y a une entorse grave du dos, du rachis, il y a une possibilité, si on fait n'importe quoi, d'aggraver les choses et de rendre la personne paralysée. Alors, le premier principe, c'est surtout de ne pas bouger le blessé. Alors évidemment, sauf s'il s'étouffe, sauf s'il y a le feu, sauf il y a des choses comme ça. Bon, enfin, c'est quand même des situations un peu particulières. Donc, on ne bouge pas le blessé et on prévient immédiatement les secours, le 15, le 18 ou le 112. Ou le 112. Et surtout, ça paraît idiot, hein, mais surtout, il faut empêcher les non-professionnels d'intervenir. Et c'est ça la plus grande difficulté. Ça va être ne rien faire et empêcher les autres de faire quoi que ce soit. Il y en a toujours un qui a envie de faire quelque chose. Sauf que mobiliser quelqu'un qui a un traumatisme du rachis s'il y a une lésion grave, eh bien, ça veut dire aggravation des choses. Donc, dans les traumatismes du dos, on ne fait rien et on attend les secours. La deuxième, c'est celui qui tombe et qui perd connaissance.
bon, bah, vous savez tous comment il faut faire, hein. Quand quelqu'un perd connaissance, il faut voir si, s'il respire. S'il ne respire pas, c'est qu'il est en arrêt cardio-circulatoire. Et là, on enchaîne sur toute la réanimation cardio-respiratoire, qui est les massages donc, prévenir, bien sûr, masser et défibriller. Si ce n'est pas le cas, ce qui est quand même le plus souvent, il faut les mettre en position latérale de sécurité, sauf s'il y a un risque, s'il est tombé sur la tête, par exemple, ou il y a un risque de traumatisme du rachis, et auquel cas il ne faut pas y toucher. Et bien sûr, on prévient les secours. Donc là encore, vous voyez, sauf cas particulier, on ne fait rien, sauf prévenir les secours le plus vite possible. Il y a d'autres situations où il va y avoir une fracture qui est une fracture évidente, hein. On voit qu'il y a une déformation au niveau de l'os, au niveau de la cheville, au niveau du bras. Là, c'est la même chose. On ne fait rien et on attend les secours. Parce que bouger une fracture, ça fait hyper mal. Si c'est au niveau d'un petit os, comme au niveau de la main ou du pied, on a toujours la possibilité d'essayer de l'immobiliser et de mettre au repos. Donc, on peut éventuellement le sortir du tapis et le mettre au repos. S'il y a une plaie associée, donc si ça saigne en fait, hein, il faut mettre un pansement propre dessus que vous aurez été chercher à l'infirmerie. La luxation, si vous ne savez pas ce que c'est quand les os ne sont plus en face, une articulation ne sont plus en face l'un de l'autre. C'est quelque chose qui fait très mal, hein. On voit ça au niveau de l'épaule, on voit ça au niveau du coude, on voit ça essentiellement au niveau de la rotule. Donc là, si vous n'êtes pas professionnel de santé, surtout, vous ne cherchez pas à réduire les luxations, mais vous appelez les pompiers ou les secours le plus vite possible, parce que tant que la luxation ne sera pas réduite, ça fait très très mal et les gens en général ont tendance à crier. Et bien sûr, il faut appeler les secours le plus vite possible. Alors, dans ces situations où dans l'accident grave, bon, ça c'est très simple, il faut appeler les secours. Dans la situation où l'accident n'est pas grave, en particulier, alors à l'entraînement, bon, on s'arrête et puis voilà. Mais si ça survient dans une compétition, on se pose toujours les mêmes questions. Tout le monde se pose les mêmes questions. Le sportif, l'entraîneur, le médecin s'il est là. Est-ce que le sportif va pouvoir reprendre la compétition? Qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Est-ce qu'il faut consulter si on arrête le sport? Et si on consulte, est-ce qu'on consulte en urgence ou est-ce qu'on consulte en différé? Le principe de base, il est très simple. Dès qu'il y a une blessure, on arrête le sport et on consulte un médecin. Ça, c'est le principe de base. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Cependant, quand il y a sur une compétition comme ça, bah, c'est comme pour le reste, hein, on met au repos le segment concerné, on l'immobilise si c'est trop douloureux. Quand vous avez par exemple une entorse, bah, il faut refroidir avec de l'eau fraîche glacée si possible dans une vessie, qu'on applique sur la région où ça gonflait en interposant un linge pour pas qu'il y ait de brûlure et qu'on ne met pas plus de 15 minutes parce qu'il y a des risques de brûlure. Donc ça, sur le terrain, c'est assez facile et bien sûr, on appelle les secours si on sent que c'est grave. Si la blessure n'est pas trop grave, on peut se donner quelques minutes. Il y a souvent comme ça où on a un peu mal sur le coup et puis on attend quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, il n'y a absolument plus aucune douleur, ni de gêne, ni de gonflement. Dans ces conditions, la reprise du sport est possible. Par contre, si la douleur persiste, s'il y a un gonflement qui apparaît, s'il y a une autre gêne, peu importe, qui a des difficultés à marcher, par exemple, évidemment, il ne faudra pas reprendre l'activité physique. Et il faudra consulter. Alors, juste un petit mot sur la reprise du sport, et ça concerne essentiellement les compétitions, hein. Je dirais qu'on aborde ça plus du côté juridique d'ailleurs que presque du côté médical, hein. La décision de la reprise de sport dans une compétition ne peut être donnée que par le médecin, si un médecin est disponible, évidemment. Pourquoi par le médecin? Parce que c'est le seul habilité à prendre la décision de reprise après un examen médical. Aucun autre professionnel de santé n'a la compétence nécessaire et, en fortiori, les non-professionnels de santé, et quand je dis non-professionnels de santé, c'est les gens comme les ostéopathes, par exemple,
qui ne sont pas professionnels de santé, mais même les autres professionnels de santé ne peuvent pas prendre cette décision-là. Et là, j'insiste très lourdement parce que ça a une valeur juridique, c'est-à-dire que si quelqu'un qui n'était pas médecin prend la décision de reprise, non seulement ça l'impliquera lui s'il y a un souci après, mais ça impliquera l'organisateur de la compétition. Donc, méfiez-vous vraiment de ça. Soit c'est un médecin et il prend la décision, soit ce n'est pas un médecin et personne ne peut prendre la décision médicale. Alors, quelle doit être la position si, par exemple, il n'y a pas de médecin? Ben, si c'est un sportif au niveau de l'entraîneur, par exemple, ou de l'entourage, en tous les cas. Si c'est un sportif majeur, ben, c'est le sportif qui décide, bien entendu, en sachant qu'évidemment, si vous constatez qu'il y a quelque chose qui empêche la reprise du sport et qui pourrait aggraver les choses, ben, évidemment, il faut empêcher cette reprise du sport. Et pour les sportifs mineurs, eh ben, évidemment, il ne faut prendre aucun risque. Hein. Donc, il faut arrêter le sport. Si les parents veulent la reprise, il faut leur laisser la décision. C'est eux qui sont les responsables légaux, sauf évidemment s'il y a un danger manifeste pour le sportif de reprendre la compétition. Donc, ça, c'est des cas un petit peu délicats, mais attention de ne pas prendre des décisions à la place du sportif ou des responsables légaux, parce que là aussi, ça peut engager votre responsabilité légale. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ah non, mais moi je sais, je vais vous dire, il peut, il n'y a pas de souci, etc. Et puis si ça se passe mal, ça vous retombera dessus. Alors l'autre question qu'on nous pose souvent quand il y a une blessure, c'est quand est-ce qu'il faut que je consulte? Je me suis blessé le soir là, à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences ou est-ce que ça peut attendre demain? Ou si c'est le week-end, est-ce que ça peut l'attendre lundi? L'idéal, évidemment, c'est de pouvoir consulter en urgence. C'est votre médecin que vous connaissez et qui est compétent dans cette matière-là. Ça, c'est l'idéal. Mais malheureusement, le soir ou le week-end, c'est pas toujours possible. De temps en temps, il se repose quand même. Donc, nous, on conseille, il n'y a pas d'attitude idéale dans ces conditions-là, mais quand la gêne est peu importante, il y a une possibilité d'attendre le lendemain ou d'attendre 24 heures avant de consulter son médecin. Si vraiment, évidemment, la gêne est importante, eh ben, il vaut mieux aller aux urgences pour éliminer une lésion grave. Donc, vous voyez des choses très simples qui relèvent un petit peu du bon sens pour essayer de gérer ça, parce que c'est toujours des questions un petit peu compliquées. Ça plaît à personne d'aller aux urgences à 11 heures du soir, hein, en particulier un samedi soir, en sachant qu'on va y passer toute la nuit, sans forcément avoir toujours de réponse, d'ailleurs, dans la petite traumatologie. Donc, en conclusion de ce petit exposé, hein, il faut vraiment s'organiser. Vous avez vu, c'est des choses assez simples. Il n'y a pas besoin d'écrire des romans. Donc, il faut juste s'organiser pour ne pas être pris au dépourvu s'il y a une blessure qui arrive. Et puis, dans quelques situations simples, il faut connaître les réactions à avoir et quelquefois plutôt les réactions à ne pas avoir. Si ça vous intéresse, j'ai toujours un petit site qui reprend la plupart des blessures des sportifs de façon un peu simple et qui explique un petit peu ce qu'il faut faire, ce que c'est, etc. Donc, je pourrais toujours vous y reporter. C'est un site bénévole, on va dire. Voilà, j'ai terminé. Alors, on va pouvoir discuter. Il faut que je... alors non, je vais juste finir le truc. C'est juste pour vous dire que les prochains webinaires, ça sera le 9 février avec l'offre de jeunesse FSCF et le 24 février, comment bien préparer son dossier de subvention, en particulier le PSF et le FDVA. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran, comme ça je vais pouvoir voir plus facilement les discussions. Alors, moi aussi, je vais arrêter là, ce sera plus simple. Voilà. Alors, comme on n'est pas très nombreux, on va regarder s'il y a déjà des questions. Non, a priori. Moi, ce que je vous propose, c'est que comme on est assez peu nombreux, c'est que vous preniez la parole et puis qu'on essaye de répondre aux questions et de discuter. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas?
Mais il y a sûrement des questions. Vous avez parlé de vidéos tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut les trouver, Alors pour l'instant, on ne peut pas les trouver parce que figurez-vous que ça m'est venu à l'idée quand je revoyais un petit peu ce que j'allais dire ce soir. Et je D'accord. me suis dit qu'effectivement, ça serait une bonne idée. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Et puis, si on pouvait les mettre sur le site, je pense que ça serait le plus simple. D'accord. Ben ça, tout le monde en a besoin, hein, de revoir régulièrement ce qu'il faut faire avec un défibrillateur, etc. Bonsoir à tous. Anne Rajon, donc Commission nationale de gym masculine. J'ai une question, moi, concernant les documents ou le dossier qui reprendrait un peu tout ce qui a été présenté ce soir. Un dossier comme ça spécifique pour une compétition. Est-ce que c'est à l'organisateur d'avoir ce document, de le mettre à disposition du directeur de concours, ou est-ce que c'est, par exemple, au comité départemental qui chapeaute l'organisation d'une compétition de le prévoir? Est-ce qu'il y a un genre de document type par activité? Comment ça se passe concrètement en termes de documents, d'informations compilées? Et puis, j'ai une deuxième question, c'est par rapport aux accidents qui se produisent pendant les compètes. Oui. Même chose. Quel suivi, je sais pas, quelle déclaration, comment ça se passe? Alors, pendant les compètes, pour toutes ces procédures-là, normalement, ça doit être prévu par, alors quand c'est une compète nationale, on va dire, hein, Oui. normalement, il doit y avoir soit une association de secouristes, soit une association bénévole secouriste, et c'est à eux de gérer ces procédures-là. C'est-à-dire les accès pompiers, de vérifier les accès Alors, pompiers, si vous avez… d'avoir Oui. les informations précises dont tu parlais tout à l'heure, l'adresse exacte, les fiches, ce que j'appelle moi les fiches individuelles, les fiches santé avec les coordonnées des parents, C'est ça. Donc ça, ce serait ce qu'on peut appeler le poste de secours. Oui, exactement. Ce serait au poste de secours d'avoir tout ça. Mais pourtant, on sait très bien que, par exemple, les fiches individuelles des gymnastes, je ne suis même pas sûre que les moniteurs les aient à disposition. Alors ça, c'est une excellente question. Sur l'entraînement, ça, on les a puisque c'est local. Sur les compétitions, évidemment, on ne peut pas les avoir, mais ça serait bien. Et ça peut-être une recommandation à prévoir. Je ne sais pas si c'est prévu, ça déjà, mais que les entraîneurs aient cette liste. Que chaque entraîneur ait la liste, effectivement, Normalement, personnes normalement, les entraîneurs partent avec, chez nous en tout cas, un petit Oui. classeur avec toutes les fiches individuelles et les personnes à prévenir en cas d'accident. Hein. C'est super ça, voilà. Parce que c'est la moindre des choses quand même. Oui, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait rappeler à un moment. Oui, peut-être, oui. Ouais. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Oui, mais vous savez, alors là, ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est des choses, on a l'impression que c'est évident, et puis il y a plein de choses comme ça de base qu'on oublie régulièrement. C'est tout à fait humain, ça. Donc c'est bien, je pense, effectivement, peut-être de rappeler ça de temps en temps. Oui, et il y a aussi tous les entraîneurs qu'ils ont avec les téléphones maintenant et WhatsApp, en général, ils ont tous les coordonnées de leurs élèves. Oui, mais ils là… ont les coordonnées des parents, oui. Oui, c'est ça, c'est les coordonnées des responsables légaux. Ouais. Oui, non, mais après, peu importe le moyen, mais du moment qu'on ait les coordonnées. Oui. On est obligé de les avoir quand c'est des mineurs. On est obligé d'avoir le téléphone des parents, les coordonnées des parents. Donc, je sais que nous, chez les monitrices, c'est vrai que maintenant, avec le téléphone, on fait beaucoup de choses. Et ils ont
ils ont un carnet d'adresses dessus et il y a tous les numéros ils ont les numéros de téléphone de tout le monde, quoi. Bonsoir et merci pour l'intervention. J'avais une petite question sur les formations GQS, donc Gestes qui sauvent. Est-ce qu'il en existe qui sont faites par la FSCF ou pas du tout? Que je sais qu'il y a la PS1, mais je ne sais pas s'il y a ces petites formations-là. Et je pense que ça peut être bien d'essayer d'en organiser au sein de chaque petit comité ou si on peut essayer d'en faire. Alors, en ce qui concerne la formation Gestes qui sauvent, oui, on a réfléchi un petit peu à la question pour savoir si on ne pourrait pas mettre ça sur pied. Au niveau ressources humaines, on va dire, ça ne pose pas trop de problème, puisque si on est professionnel de santé, on peut prodiguer cette formation. Donc, formation qui dure 2 heures. Hein. La difficulté actuellement, et encore plus actuellement, c'est qu'il faut du matériel. Un kit, ça coûte 1 000 €. Et en général, les groupes, c'est 15 personnes. Et actuellement, en période Covid, c'est un kit par personne. Okay. Donc, en tous les cas, pour l'instant, ça ne nous a pas semblé quelque chose de réalisable. Donc, on va plutôt travailler soit avec les associations de sapeurs-pompiers, un gros avantage parce qu'ils sont présents dans tous les départements. Ils sont très disponibles. Enfin, nous, on a été en rapport avec ceux de la Loire-Atlantique, puisque c'est là que je suis. Ils sont tout à fait disponibles. Ils ont des offres qui sont quand même assez sympathiques, puisque je crois que c'est 10 € par participant. Et puis sinon, il y a Luxel qui fait ça aussi, mais Luxel se retrouve un petit peu piégé en ce moment aussi par les kits matériels, parce que souvent, c'est un kit pour 2 ou un kit pour 3. Et en ce moment, comme c'est un kit pour 1, bah, tout de suite, ça limite les possibilités de formation. Donc, c'est vrai qu'on se dit c'est quand même plus pratique. Enfin, si on veut former un peu tous les assistants, peut-être pas forcément les entraîneurs et les coachs, mais peut-être des petites personnes à côté ou des bénévoles et tout ça, c'est vrai que ça peut être intéressant sur un format de 2 heures de faire des petites formations courtes comme ça. Oui, mais alors nous, en ce qui nous concerne, là, au niveau du département, on va travailler plutôt avec les sapeurs-pompiers parce que c'est un prix quand même très raisonnable. Si vous avez un groupe de 15 personnes, ça fait 150 €, c'est quand même par rapport à ce qu'ils font. Et puis, l'autre avantage, on en parlait tout à l'heure, c'est que eux, ils aiment bien aller faire la formation sur le lieu d'entraînement. Okay. Parce que ça leur permet de faire le tour du propriétaire. Et puis, c'est de s'apercevoir que le défibrillateur, bah, il n'est pas en état de marche, qu'il est dans une pièce fermée, enfin, ils aiment bien faire ça. Et alors, ils sont tout à fait disponibles, puisque nous, en Loire-Atlantique, ça peut être le soir, ça peut être le week-end. C'est vraiment, c'est une association en 1901 aussi, donc ils sont très, très disponibles. Donc, pour l'instant, on n'a pas pris le pas. Moi, c'était un peu mon idée d'essayer de faire ça au niveau de la fédération, mais là, pour des raisons économiques, actuellement, en tous les cas, ce n'est pas envisageable. Et puis, en plus, on a un prestataire, enfin, on a 2 prestataires qui sont tout à fait prêts à le faire, donc pour un prix quand même qui reste modique. Mais oui, on est. Enfin, moi, je pousse pour qu'on forme le plus de gens possible à Gestes qui sauvent. Hein. Là, pour l'instant, c'est obligatoire pour les juges. Enfin, quand ils font une nouvelle formation ou une formation continue, mais je pense qu'effectivement, ce serait un beau projet de former tous les adhérents. Merci. Anne, tu avais posé une question sur les accidents en compétition, c'était… Oui, c'était un peu ça. C'était est-ce qu'il y a je sais pas moi, des documents particuliers à remettre Oui, il y a une déclaration d'accident. Normalement, c'est à demander à la table comment ça s'appelle? Table de direction? Oui, à la table de direction.
Normalement, ils doivent avoir des exemplaires de déclaration. Qui sont remis par le siège. Oui. Oui. Mais c'est pour les assurances, ça. Et oui. puis, quand vous avez une association de secouristes, eux aussi, ils ont un listing des interventions. Qu'ils renvoient à la Fédé? Alors, malheureusement… Qu'ils te renvoient? Tu en as un exemplaire? Jamais. Jamais? Jamais. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se structurer ou pas? Oui. Qui aurait un intérêt pour notre fédération, pour nos préoccupations, pour… Oui, absolument. Moi, bon, c'est toujours un problème de temps, on n'a pas le temps de s'occuper de tout, mais oui. Moi, ma position, on va dire personnelle, c'est de faire signer aux secouristes, quand on fait le contrat, qu'ils doivent nous laisser, qu'ils nous donnent le listing à la fin de la compétition, sinon on ne paye pas tout. Ah, d'accord. Bah oui, non, parce qu'il y a un moment, faut, voilà quoi. Oui. Les secouristes, on les paye, il faut qu'on ait un service, et ça fait partie du service. Et pourtant, on ne l'a jamais. Donc, par contre, ça pourrait être anonyme pour éviter… Ah, bah, c'est anonymisé, bien sûr. Oui, c'est juste évidemment. Statistique. Oui, bien sûr. Oui. Mais même ça, ils ne le font pas. Mais ouais, la question de l'anonymat est un vrai sujet de réflexion, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est très facile parce qu'il suffit qu'ils envoient le listing au médecin fédéral. Et là, ils peuvent l'envoyer nominatif. Bien sûr. Oui. Bah oui, bien sûr, puisque moi je vois pas le secret professionnel. Avoir l'intérêt, il y a un intérêt à savoir qu'il y a eu, je sais pas moi, 2 entorses et un genou, parce qu'on n'en sait pas plus. Hein. C'est ça. On ne sait pas si c'est une rupture, si c'est une fracture, si c'est je sais pas quoi. Donc c'est déjà très intéressant. C'est déjà intéressant, mais je sais pas, moi j'ai un peu la fibre FSCF, je pense. Ça pourrait être aussi sympa qu'on sache ce que deviennent nos gymnastes blessés. Oui, alors ça, c'est compliqué après. Hein. Après, c'est compliqué, ça ressort, c'est au-delà du cadre médical. Oui. Ouais. Mais déjà, si on avait ces informations-là, ça serait pas mal. Mais ok. Donc l'anonymat peut être déjà un bon palier. Donc, sous couvert d'anonymat, nous donner un peu le nombre d'interventions et la nature des interventions. Oui. Si ils le font, de toute façon. Moi, je sais bien qu'ils le font parce que j'ai été souvent avec eux dans leur truc. Donc, ils ont un tableau d'intervention où ils disent, voilà, c'est à tel an. Il y a le nom, le prénom, il y a l'heure d'intervention, il y a la partie du corps qui est touchée, il y a est-ce qu'il a été évacué, pas évacué, voilà. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est super intéressant. Mais on n'arrive pas à l'avoir. Pourtant, ça fait longtemps. Tant que ça ne sera pas obligatoire et qu'il n'y aura pas une sanction à la clé financière, c'est-à-dire qu'on ne paye pas tout si on n'a pas ce compte-rendu-là, eh ben, on n'y arrivera pas. Ça, c'est clairement posé dans les documents remis aux organisateurs. Je ne crois pas que ça soit vraiment… Je ne sais pas si c'est marqué noir sur blanc. D'accord. Donc, toi, tu souhaiterais que ce soit un peu plus contractualisé entre les secours, secours et la commission médicale FSCF. Oui, absolument. Bertrand, ça fait partie, bonjour, des choses en tant que secouriste qu'on doit faire remonter aux organisateurs. Hein. Moi, mais on le fait jamais. Enfin, on n'a jamais les retours. Ah, moi, mais Sylvain, c'est aux organisateurs, mais après, l'organisateur, est-ce qu'il le remonte à la commission médicale de la FSCF? Non, les organisateurs ne l'ont pas. Hein. Toi, tu penses que… Oui, d'accord. Ah non, je suis sûr. Oui, non, mais il n'y a pas de… Ça dépend peut-être des endroits. Il y a sûrement des gens plus… Nous, le SAMU est exigeant là-dessus, hein, sur la Loire, en tout cas. Ouais. Oui, bah, tant mieux. Et il faut que je me repenche sur le problème. Et comment on obtient ces documents à la Fédé? Est-ce qu'on va par la boutique ou il faut s'adresser à vous? Pour avoir ces documents, quand on fait une compétition, une déclaration. Les déclarations, normalement, la table de direction doit avoir des exemplaires d'assurance, enfin des déclarations. Ouais, d'accord. Donc, c'est le service activité qui met ces documents à disposition des commissions nationales.
Ouais, il faudra vérifier si c'est bien le cas, mais normalement, ça devrait l'être. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est pareil, peut-être que c'est quelque chose qui ne se fait plus, mais il faudra le remettre au goût du jour. Et donc, on est d'accord que cette organisation-là, elle est à décliner à tous les niveaux d'organisation de compétition. Oui. Oui. Alors après, ça dépend dans les. C'est toujours la même chose. Tu ne vas pas demander à une association de secouristes de venir sur une petite, enfin, entre guillemets, une compétition locale, parce que ça coûte de l'argent. Ouais. Alors là, moi, je ne mets pas de limite. S'il y a un partenariat de bénévoles, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Voilà. Mais en tant que responsable départemental, il faut qu'on ait le souci de proposer et de veiller à proposer ces documents au club qui organise la compétition ou à la commission, s'il y a une commission d'activité nommée. Oui, oui, mais normalement, c'est le cas. Bon. Ouais. Alors, okay. Il y a un petit mot qui dit que là, en GIMFI, c'est dans le programme fédéral, sinon c'est sur le site aussi de la Fédé. Mais l'idéal, quand même, c'est quand il y a une blessure comme ça, c'est de pouvoir donner le papier directement à l'entraîneur pour qu'il puisse le faire, qu'il n'ait pas à aller le chercher ailleurs, quoi. C'est tout bête, mais je trouve que c'est mieux, quoi. En Île-de-France, on demande un service médical. Enfin, un service médical, ça peut être Croix-Rouge. Bon, les pompiers, non, ils ne peuvent pas être là en permanence, mais à chaque compétition, obligatoirement. C'est ce qu'on demande. L'organisateur doit fournir. Alors, ça peut être une infirmière, un infirmier, mais une profession paramédicale. Oui, médical, un poste de secours, qu'il soit bénévole, voilà. Qu'il soit associatif, peu importe, mais il faut que ça soit. C'est vrai que c'est payant, mais tant pis, ça fait partie des frais inclus, quoi. Mais pas au niveau départemental, c'est vrai. Par contre, on a des infirmières dans les juges, donc si vraiment il y a besoin. Oui, mais l'idéal, c'est d'avoir quand même dans les complications locales. Oui, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui soit là et qui. Parce que s'il y a besoin, c'est bien d'être plusieurs, quoi. Il faut qu'il y ait un responsable, même si c'est bénévole, on s'en fiche, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit identifié et puis avec trois autres personnes qui soient aussi secouristes, quoi. Même si ce n'est pas un poste avec la Croix-Rouge, avec machin, il faut quand même que ce soit identifié. C'est l'idéal quand même. Bon, après, tout dépend aussi dans les organisations des postes de secouristes, il y a quand même quelque chose qui est assez fondamental, c'est l'éloignement d'une structure hospitalière. Si vous êtes à 5 minutes d'un hôpital, ce n'est pas pareil que si vous êtes à 1 heure. Dans un cas, ça sera moins grave de ne pas avoir de secouriste que dans l'autre. De toute façon, on n'arrive jamais à une situation idéale parce que dans les entre guillemets, quand je dis petites compétitions, c'est les compétitions locales où il n'y a pas, enfin, il peut y avoir du monde d'ailleurs, mais où on n'a pas les moyens d'avoir forcément un poste de secouriste parce que financièrement, c'est difficile. Mais il faut essayer d'organiser un minimum de choses à ce moment-là. Parce que le but n'est pas non plus, parce qu'on y a réfléchi beaucoup à ces problèmes-là, en disant est-ce qu'il faut un poste de secouriste, Croix-Rouge, etc. ou pas oui, mais les clubs nous ont dit mais nous, si c'est comme ça, on ne fera plus de compétition, point final. Ils ont raison. On peut pas, parce qu'un poste de secouriste sur un week-end, c'est 1 500 balles. C'est pas donné. Donc, il faut essayer d'avoir des gens bénévoles qui sont professionnels de santé ou secouristes et puis qui fassent un poste de secours qui est peut-être un peu plus léger, mais au moins, il y a quelqu'un.
Et est-ce qu'on pourrait avoir sur le site de la Fédé aussi un modèle, enfin une liste type d'infirmerie? Ouais. Et puis, aussi un peu ce que vous avez dit tout à l'heure pour les procédures à afficher ou à mettre en évidence, on va dire, dans un gymnase. On va essayer de travailler là-dessus, ouais. Une liste. Carrément, voilà. Ça a été fait pour les activités de pleine nature. Oui, on est en train de travailler là-dessus, oui, sur la trousse d'urgence. Oui, à mettre dans le sac à dos. Ouais. On va essayer oui, on pourrait faire résumer un petit peu les différentes procédures, oui. Comme ça serait plus simple. Faire un espèce de listing. Oui, une liste. Ouais. Mais oui, on va essayer de vous faire ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a parlé un peu plus de gym, mais il y a peut-être des gens présents qui sont d'autres sports et qui sont pas forcément en gymnase ou qui ont des problématiques un peu particulières. Non, je ne sais pas, les sports co. Qu'est-ce que ça, au niveau blessure, parce que ça ne doit pas être les mêmes blessures non plus. C'est grosso modo les mêmes problématiques. Hein. Oui. À la différence des activités de pleine nature, c'est pour ça que c'était intéressant l'autre jour de discuter avec les gens de la commission pour faire cette trousse d'urgence de l'animateur. Ça nous a permis de faire quelque chose qui va répondre bien à vos besoins, parce que c'est vrai qu'on se demandait s'il fallait des attelles, des machins, des bidules, et puis en fait, on nous dit, bah oui, mais nous, des fois, on est à 1h30 ou 2 heures d'un point de secours, quoi, avec pas forcément accessible avec les hélicoptères. Donc, on a dit, bah, dans ces cas-là, il faut qu'on ait une trousse qui soit un peu plus importante que dans d'autres activités. Donc, ça permet de répondre mieux à l'attente et aux besoins des gens, quoi. Non, puisque nous ce qu'on avait fait il y a quelque temps, c'était faire venir les pompiers pour faire le massage, pour voir le massage cardiaque et voir le défibrillateur. Et on avait pris les parents avec, juste une fois avec les enfants, et la fois d'après, on a fait avec les parents. Et je pense que cette année, je vais recommencer ça, déjà pour que tout le monde soit savoir s'en servir, savoir où c'est, et aider. Voilà. Mais moi, j'incite tout le monde dans les associations à faire des sessions de gestes qui sauvent. Hein. Ah oui. Ça vraiment. C'est important. Ça peut arriver dans le gymnase, ça peut arriver dans la rue. Au moins, les gens savent où est l'appareil et qu'est-ce qu'on peut faire. Pas dire je passe et puis je le laisse par terre. Ça arrive. Hein. La problématique est assez simple. Hein. En France, on est à 4% de récupération quand quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire. Ouais. Dans les pays nordiques, on est à 40%. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 15 ans. Hein. Il faut se former aux gestes. Ouais. Bon, nous, ça va. Ils sont à 5 km, les pompiers. Donc, bon, on a une chance. Ah, quand même. Une minute de retard sur un massage cardiaque, c'est 10% de. Oui. Vous voyez qu'au bout d'une minute, il ne reste plus rien. Il y a une application, je crois, parce que en France, peut-être qu'elle est valable aussi à l'étranger, mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nom. Mais il y en a deux. C'est un juge chez nous qui est pompier qui m'avait montré ça. Il y en a deux, le nom ne me revient plus, mais… Et en fait, dans l'application, il se signale, lui, parce qu'il est pompier, mais ça peut être des infirmiers.
enfin des gens en tout cas qui sont capables de faire des réanimations. Et en fait, ça permet de se géolocaliser. Si on a un problème, de trouver dans un périmètre de quelques kilomètres autour de soi s'il y a quelqu'un qui est capable d'intervenir. Et c'était super, ça. Alors, Je ne me rappelle pas du nom, évidemment. Ça serait trop simple. Il y en a une qui s'appelle Sauve Life. Ah voilà, c'est ça, Sauve Life. Hein. Il y en avait une deuxième, mais je ne sais plus. Bah si, c'est ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça. Sur les smartphones, et c'est vrai que ça avait l'air de... Oui, ça marche très bien. D'être intéressant, ça. Oui, c'est un peu comme tous anti-Covid, mais non, parce que là, on cherche, en fait. Si on en a besoin, on cherche. Oui, c'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions ou questions? Sinon, il est presque 9 heures. On va pouvoir vous libérer. Oui, c'est bon. Bah, écoutez, moi, je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Alors, de toute façon, si vous connaissez des gens que ça intéresse mais qui ne pouvaient pas être présents, le webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible sur le site de la fédération. Si vous tapez fédération webinaire, vous devriez le retrouver d'ici quelques jours. Et puis, on essaiera, nous, de notre côté, comme on a dit, de vous mettre les vidéos premiers secours, enfin, ou vous mettre les liens en tous les cas. Et puis, je vais essayer, moi aussi, de travailler un peu sur les procédures. On peut retrouver aussi, ta présentation, histoire de garder ça en pense-bête. Bah, oui, on la mettra, je vais le marquer aussi, et puis on la mettra avec le webinaire. Je te l'ai marqué dessus, là, peut-on avoir la présentation? Oui, bah, sans problème. Bah, je pense que c'est faisable. Je vais voir ça avec celui qui gère ça. D'accord. Mais ça ne pose pas de problème, bien évidemment. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Eh ben,